Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment intégrer l'input system dans vos projets. C'est l'introduction d'une série reprenant mon implémentation de certaines mécaniques de Wario Land 3 durant mes live Twitch. Je vous présenterai par exemple la mécanique de cassage de blocs avec un dash, en sautant ou grâce à un crush, que ce soit au clavier ou à la manette. Et pour ça, j'ai trouvé utile de commencer par intégrer l'input system dans mon projet. Je ne suis pas reparti de zéro, mais des vidéos de tuto Unity FR sur comment faire un jeu en 2D, et plus précisément des vidéos qui présentent la création de niveau, le déplacement du joueur, la montée d'échelle et l'ennemi basique que je vous mets en description. Comme vous pouvez le voir, les graphismes utilisés sont les mêmes, c'est-à-dire ceux disponibles sur OpenGameArt que je vous mets aussi en description. La première chose à faire pour utiliser le nouvel input system, c'est d'aller dans l'onglet Window, puis Package Manager, et d'installer l'input system. Moi je l'ai déjà installé, mais si vous ne l'avez pas, ici vous aurez un bouton Install qui vous permettra d'installer cet input system. Normalement, la première fois que vous l'installez, Unity vous demandera de redémarrer le logiciel. Donc il vous suffit d'accepter le redémarrage et d'attendre que votre projet se réouvre. Lorsque le package est installé, vous aurez la possibilité de créer des input actions. Ici, je l'ai appelé main, et pour le créer, vous faites un clic droit dans votre dossier, puis create, et tout en bas, vous avez input actions. Vous lui donnez donc le nom que vous souhaitez, player par exemple, et vous allez tomber sur un objet assez simple, mais en double-cliquant dessus, vous allez pouvoir ouvrir une fenêtre qui vous permet de créer vos actions. Ici, la fenêtre est vide, donc je vais d'abord vous montrer celle de mon objet main. La première chose à faire, c'est de créer une action map, c'est-à-dire un ensemble d'actions. Ça vous permet de classer vos actions. Ici, par exemple, je n'ai qu'une action map dédiée aux joueurs, mais je pourrais en avoir une autre pour le GUI. Donc en revenant sur mon input actions que j'ai appelé player, je clique sur le premier icône plus et je recrée mon action map player. Après avoir créé cette map, on remarque qu'on va pouvoir créer des actions dans la sous-fenêtre actions. Si je reviens à mon input actions main, j'ai trois actions, les actions move, dash et jump. Donc les actions qui correspondent au déplacement, au dash et au saut. Pour le reste, par exemple le crush, on interprète juste différemment le move, c'est-à-dire que si on cherche à se déplacer vers le bas, alors qu'on est en l'air, c'est un crush. Donc crush n'est pas une action dans cette liste. Et donc cette action de move est un peu particulière puisqu'elle va agréger plusieurs inputs ensemble. On va donc recréer cette action move dans player en commençant par renommer l'action existante. Ensuite, on va faire un clic droit sur move et on va créer un 2D vector composite. Ici, on souhaite avoir une action qui crée un vecteur 2D puisqu'on veut pouvoir se déplacer à gauche et à droite, mais aussi en haut et en bas. Ce vecteur 2D, je vais l'appeler WASD, le nom classique qu'on donne aux touches utilisées pour se déplacer sur un clavier QWERTY, et qui correspond à ZQSD sur un clavier AZERTY. On obtient donc un composite qui regroupe 4 inputs, up, down, left et right. On va maintenant pouvoir lier chacune de ces inputs à une touche dans Binding Path, et plutôt que d'aller chercher la bonne référence dans la longue liste d'inputs de Unity, on va directement utiliser le bouton Listen pour appuyer sur la touche qu'on veut assigner. Ici, j'ai appuyé sur la flèche en haut de mon clavier, donc Unity me propose soit la référence de la flèche en haut, Up Arrow, soit Any Key Keyboard, c'est-à-dire n'importe quelle touche d'un clavier. Je vais donc lui assigner la flèche en haut, et je vais faire la même chose pour les trois autres. Ici, je ne donne pas vraiment WASD, mais les flèches à côté de mon pavé numérique. Et donc l'intérêt de ce système, c'est qu'à cette action Move, je viens d'assigner 4 touches de mon clavier, mais je peux aussi assigner les touches d'une manette. Je lui rajoute donc simplement un autre 2D Vector Composite, et je vais l'appeler comme dans Main, c'est-à-dire Left Stick. Et là, je vais refaire la même chose que pour mes touches de clavier, mais en prenant ma manette. Je clique donc sur Listen, je pousse le joystick gauche vers le haut, et on me propose plusieurs références. Ici, on a soit la version générique du left stick d'un gamepad, mais aussi left stick up et left stick Y, soit, comme je viens d'utiliser une manette Xbox, la même chose, mais spécifiquement pour une manette Xbox. Comme j'ai poussé mon joystick gauche vers le haut, et que j'aimerais que ça fonctionne avec la plupart des gamepads, je vais choisir left stick up. Je fais pareil pour les autres, down, left et right. Petit cas un peu particulier, j'ai eu un problème pendant mes tests. Quand je poussais par exemple le joystick vers la gauche puis arrêtais, mon personnage continuait à avancer vers la gauche. Pour ça, la solution c'est de rajouter le comportement Press and Release dans les interactions. C'est-à-dire que quand on relâche le joystick, on envoie aussi l'information que ce joystick a été relâché.
C'est la première fois que je rencontre ce problème, donc ça pourrait être lié à une mise à jour du package ou de Unity. Vous pouvez voir que je suis sur Unity 2019.3.15, donc à vous de voir si vous avez besoin de cette interaction ou non, en fonction du comportement de votre propre personnage. Dans tous les cas, pour ajouter cette interaction, je clique sur le bouton plus d'interaction, après avoir sélectionné WASD, et je vais ajouter une action press. Et donc dans cette interaction press, à la place de press only, je vais choisir press and release. On ajoute la même interaction sur le joystick gauche, press and release. Et pour finir, je vais pouvoir créer mes deux autres actions qui sont plus simples. D'abord, mon action de dash, qui est liée à un bouton, donc on n'a pas besoin de changer l'action type, et que je vais associer sur mon clavier à mon bouton shift de gauche, alors que sur ma manette, je vais dire que c'est mon bouton X, c'est-à-dire le button west d'un gamepad si je veux être plus générique. Et c'est tout pour la création des actions. Maintenant, je vais pouvoir générer la classe C# qui va les représenter. Donc derrière, il y a tout un code qui va gérer tout ça, mais vous n'avez pas besoin de vous en occuper, c'est cette interface qui le fait pour vous. Avant de générer ma classe, je vais lui donner un namespace, car générer une classe player dans le namespace global n'est pas une bonne idée, puisqu'elle pourrait rentrer en conflit avec d'autres scripts qui pourraient eux aussi s'appeler player. Je vais donc appeler mon namespace player inputs, voire même inputs, et je vais appeler ma classe player inputs. Je l'avais déjà appelée comme ça dans mon main, donc je vais la renommer player action inputs pour éviter un conflit. J'applique les modifications et je sauvegarde mon asset, car je n'ai pas coché la case d'autosave. Et voilà, ma classe player a été générée. C'est un script un peu imbuvable, mais ce qui compte c'est qu'on va pouvoir se servir de cette classe pour lier nos scripts à ces inputs. On va donc maintenant pouvoir passer à la partie code et terminer cette présentation de l'input system. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur la modification de mon player movement pour intégrer par exemple le système de dash, puisqu'ici on ne va parler uniquement que des inputs. Donc j'ai créé un attribut privé de type player inputs, inclus dans le namespace inputs, que j'ai appelé player inputs, et qui va me permettre d'accéder à mes actions d'inputs. Et ensuite, dans ma fonction awake, j'instancie ce player inputs. Je reviendrai plus tard sur pourquoi le faire dans awake et non dans start, mais ce dont il faut se souvenir, c'est que c'est très important que cette instanciation soit faite dans awake. Ensuite, je définis les comportements que je souhaite associer à mes trois actions, move, dash et jump. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir la syntaxe de ces trois lignes, mais c'est en réalité plutôt simple. J'ai mon objet player inputs, dans lequel je récupère l'action map que j'ai appelé player, et qui contient mes actions move, dash et jump, puis j'accède à leurs membres performed. C'est-à-dire que lorsqu'une action est effectuée, par exemple l'action de saut, je veux que ma méthode jump soit lancée. Alors pourquoi cet étrange plus égale underscore flèche jump? C'est tout simplement parce que performed représente une liste de fonctions à lancer lorsque l'action est effectuée. Donc le plus égal est là pour ajouter une fonction à cette liste. Et la fonction que l'on va ajouter à cette liste, c'est une lambda fonction, c'est-à-dire une fonction sans nom, d'où la syntaxe utilisant la flèche. L'intérêt d'utiliser une lambda ici, c'est de ne pas avoir à propager les arguments qui lui sont passés, et même dans le cas de jump et dash, de ne pas avoir à les connaître. Puisque jump ne prend pas de paramètres, on ne va pas utiliser les arguments passés à la lambda, et donc par convention, on va les appeler underscore, ce qui correspond à un joker. Cette lambda signifie donc que quels que soient les paramètres qui lui sont passés, on lance la méthode jump puisque c'est la seule chose à faire lorsque l'utilisateur appuie sur une touche de saut. Le dash est quasiment identique, mais pour move c'est un peu différent, puisqu'ici on va vouloir récupérer la direction indiquée par notre vecteur 2D. Ici on a donc un paramètre, qu'on va souvent appeler ctx par convention, mais vous l'appelez comme vous le souhaitez, et qui va correspondre aux informations liées à l'action qui vient d'être lancée. Puisque move est forcément défini par un vecteur 2D composite, on va pouvoir lire la valeur du vecteur 2 dans ctx et la stocker dans un de nos attributs que j'ai appelé input movement. Cette écriture est un peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir dans Unity, mais c'est toujours la même chose, donc ça ne devrait pas vous poser trop de soucis. Et puis, ça vous évite d'avoir à utiliser les input values qui sont normalement passés à travers ce performed. Et donc, ensuite, on peut par exemple aller voir ce qu'il se passe dans la fonction de jump, et en fait, plutôt que d'avoir le saut géré dans l'update comme dans le tuto d'origine,
Ici, on assigne directement isJumping à vrai si on touche le sol. L'un des intérêts de cette méthode, c'est de ne pas avoir à revérifier nous-mêmes à chaque frame de l'update si le joueur a appuyé sur un bouton lié au jump, et donc d'avoir un code plus propre qui décorrèle les inputs en eux-mêmes des actions à lancer. Il n'y a pas besoin de modifier ce script si on change l'assignation des touches aux actions. Pour le cas du vecteur 2 qu'on récupère au travers de l'action move, le code est très similaire à celui du tuto d'origine. La seule chose qui change, c'est qu'on va directement utiliser input movement pour calculer movement sans refaire appel aux inputs. Dans mon cas, j'ai directement une méthode pour calculer le mouvement en X, mais c'est parce que je gère déjà le dash au travers de celle-ci et je vous la présenterai plus tard. Pour finir, il ne faut surtout pas oublier d'ajouter onEnable et onDisable dans votre script. OnEnable doit faire appel au onEnable de player inputs. Donc quand Unity appelle la méthode onEnable de player movement, on propage l'appel à la méthode onEnable de player inputs. Et il faut faire attention puisque si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas d'erreur, mais il ne se passera rien. Appuyer sur un bouton ne déclenchera pas d'action. Je vous avais aussi dit que l'initialisation de player inputs doit absolument se faire dans awake et non dans start. Eh bien c'est tout simplement parce que Unity peut faire appel à onEnable avant start, mais pas avant awake. Donc si Unity appelle onEnable avant start, mais que player inputs n'est pas initialisé, vous allez déclencher une erreur. Et donc on fait la même chose pour onDisable, la méthode onDisable de player movement propage l'appel à la méthode onDisable de player inputs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à la commenter, vos retours me seront très précieux pour le montage des prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne Twitch, j'y stream notamment du Unity tous les dimanches après-midi. La prochaine vidéo devrait sortir dimanche prochain et concernera le cassage de blocs. À la prochaine!